Alors, je peux répondre à cette question. Je filme parce que je ne comprends rien au monde dans lequel je vis. Parce que je ne comprends rien au monde dans lequel je vis, j'ai d'abord commencé à faire de l'histoire. J'étais d'abord très jeune, j'étais un historien. J'adorais l'histoire. Et la raison pour laquelle je filme est exactement la même raison pour laquelle j'ai aimé l'histoire. Je ne vois pas de séparation entre le moment où j'apprenais, où j'étudiais l'histoire, où je pensais être historien, et le moment où, par une forme de contamination très étrange, la rencontre d'un homme, tout simplement, qui s'appelait Jean Rouch, et qui était dans le bâtiment à côté, et qui fait que l'historien va devenir un apprenti réalisateur. Mais c'est bien la même chose qui me pousse, c'est je ne comprends pas le monde dans lequel je vis, et je veux le comprendre et y réfléchir. L'histoire, c'est un bel instrument pour comprendre le monde. Le cinéma est un très bel instrument pour comprendre le monde. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Celui que je préfère, c'est le tout début. C'est quand l'idée vient, qu'elle se fortifie, que le rêve est là, qu'on commence à voir s'agencer des choses, on emprunte des fausses pistes, on revient en arrière, on prend des notes, on commence à noter, donc on rêve, on consigne ses rêves sur une feuille de papier. Moi, c'est important pour moi d'un peu d'écrire, je m'informe, je lis, je retourne encore une fois en arrière, je repasse. Et puis il y a quelque chose qui commence à se mettre en place. Tout ça, c'est un moment absolument formidable. Et puis il y a le moment de la confrontation avec la réalité. Par exemple, quand il s'agit de Braddock, je rêve de Braddock en France, et puis à un moment, je finis quand même bien par me dire « Oui, mais tout cela se passe aux États-Unis, il faut donc franchir l'Atlantique, il faut aller voir en vrai si ce que tu rêves, ou que tu imagines, est conforme, ou peut-être différent, mais ou beaucoup plus puissant que ce que tu as pu imaginer. » Donc cette période-là d'invention, de rêverie, je l'aime beaucoup. Après ça arrive la période où on commence à s'installer dans l'espace où on va filmer. Ça, j'aime beaucoup aussi. Marcher, rencontrer, parler. Et voir tout à coup ce monde rêvé devenir réalité. Et bien évidemment, très souvent, c'est paraît très simple, mais c'est quand même aussi une joie. Il est encore plus grand que ce qu'on en a rêvé. La déception, en tout cas pour Braddock, il n'y avait pas de déception. Non seulement il n'y avait pas de déception en découvrant le véritable Braddock, mais il y avait au contraire un enthousiasme encore décuplé. Arrive la période de tournage. Ça, c'est une période... étrangement, ce n'est peut-être pas celle que je préfère. Ça ne veut pas dire que je la déteste. Mais c'est une période d'angoisse pour moi. C'est une période très tendue, c'est une période où je suis persuadé jusqu'au dernier jour que le film n'est pas là. Il n'est pas là. Je suis persuadé que le film n'est pas là. Et quand je rentre, je suis persuadé que dans mes caisses, il y a à peine de quoi faire un court-métrage, un petit court-métrage. Que rien n'est là. Alors que j'ai vécu des moments très forts, que j'ai vécu des moments magnifiques, mais je suis... oui, je vois tous les manques, je vois tout ce qui nous a échappé, je vois... Donc c'est un moment difficile, et puis arrive alors l'épreuve du montage, qui est à la fois une épreuve et un moment magnifique. Voilà. C'est à la fois, là c'est les deux, c'est de la tension, c'est de l'angoisse aussi, et puis c'est beaucoup de joie. C'est beaucoup de joie parce que justement, on peut s'apercevoir que non, le film était bien là. C'était un moment d'une frustration incroyable. Celui qui s'adresse à nous est un photographe qui a photographié cette ville, qui photographie cette ville depuis des années, et qui aime profondément cette ville. Il n'est pas originaire de Braddock, il est originaire d'une autre ville qui s'appelle Flint,
qui est très connu parce que Roger Moore a fait un film, Michael Moore a fait un film, pardon, qui s'appelle Roger et moi. Flint, c'est l'équivalent de Braddock, mais c'est la ville de l'automobile, c'est la ville de General Motors. Donc, Steve, il s'appelle Steve, a quitté Flint, et puis il s'est installé à côté de Pittsburgh, il aime Braddock, et puis voilà. Donc, il y a ces deux villes qui sont ses... Pour lui, il dit cette phrase formidable, il dit « Quel prix ont-elles dû payer pour avoir été essentielles à l'histoire de leur pays ?» Il résume là tout le film. Et quand il commence, quand on le voit, il est comme un historien survolté, il nous dit d'un côté, voilà, c'est ici que le jeune, que le général Braddock avec son armée anglaise est arrivé, avec le jeune George Washington qui était son aide de camp, ils traversent la rivière, et puis là ils sont pris en embuscade par une poignée de Français et d'Indiens qui les massacrent. Et un siècle après, on construit, ou Andrew Carnegie, le fondateur de l'Assyrie, fait construire cette grande Assyrie. Alors dans son dos, on voit l'Assyrie, mais il ne peut pas terminer vraiment sa phrase. Le camion déboule, un peu le même genre de camion qu'on voit arriver. Là, je vais me faire un très grand hommage. C'est un peu comme le camion qui déboule dans Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, qui est tourné dans cet endroit, dans cette même vallée, qui est exactement le même lieu. Et le film commence à Michael Cimino par un camion qui dévale, et puis une route comme une espèce de bête féroce, et puis il passe sous un pont, et hop, on aperçoit la Syrie. Là, le camion vient de la Syrie, mais quand on a tourné, à la fois j'ai maudit ce camion parce qu'il allait relier la bataille qui donne son nom à Braddock, et qui fait de Braddock une terre sacrée, parce que l'indépendance des États-Unis, le processus qui mène à l'indépendance des États-Unis commence là, et il relie ce moment avec la naissance des Assyries, la naissance de l'empire industriel colossal d'Andrew Carnegie qui va faire des États-Unis la première puissance au monde. Et le camion vient tout interrompre, et en même temps, on rit tous. Et je pense tous très fort au camion de Michael Cimino. Et c'est une chance, ce camion. La plupart, je les ai fait tout de suite, parce que je vais arriver avec la neige. Et puis les changements climatiques font que cette année-là, en arrivant à une période où normalement il aurait dû y avoir 2 mètres de neige, il y a les premiers bourgeons qui apparaissent en réalité. Et alors je suis très frustré, j'aime beaucoup les paysages, j'ai beaucoup filmé les paysages, j'ai consacré une grande partie de ma vie à filmer les paysages, et je sais très bien que ces petites feuilles vertes, fluorescentes qui vont pousser sur les arbres, ça va être épouvantable. Voilà, je ne veux pas de ça. Je veux un paysage pur, net, où on voit la Syrie, on voit le fleuve, où on voit la ville. Je ne veux pas de ce vert fluo qui va me foutre tout en l'air. C'est comme ça que je pense à ce moment-là. Et donc, je me précipite. C'était en fait une très bonne façon aussi d'arpenter les rues, de chercher les paysages, de filmer des beaux paysages d'une façon un peu précipitée, à cause de ces raisons botaniques et climatiques. Et ça crée dans la ville une espèce de drôle. On dit, tiens, voilà ce Goofy qui se dépêche avant que les feuilles ne poussent. Et c'est une façon aussi de rentrer encore plus en contact avec les habitants de Braddock. On a construit le film comme une composition musicale. Donc on savait qu'il y avait... c'est un film sur la mémoire aussi, sur la mémoire ouvrière, sur ce qui a été vécu. Donc ça, il fallait un certain nombre de personnes nous invitent à rentrer chez elles, et nous invitent surtout à rentrer dans leur mémoire, qu'ils nous livrent ce qu'ils avaient dans leur tête, dans leur cœur, dans leur... Bon, ça c'était les piliers du film. C'était ça qui formait comme une ligne de base, qui donnait le mouvement du film. Et puis il y avait aussi la ville telle qu'elle vit tous les jours, telle qu'elle se bat, parce que c'est un combat, tout est combat. Le combat pour survivre, pour exister, pour que la vie soit décente et agréable. Donc ça, c'était d'autres... Puis il y a les paysages, bien sûr. Il y a un mouvement, il y a bien sûr c'est une composition, mais ce qui a conduit le montage, c'est ça. C'est un peu comme un compositeur de musique qui assemble des chants, des contre-chants et qui impulse. Voilà. Nous sommes tous les jours présents dans les rues, nous filmons tous les événements, nous faisons partie de la communauté. Nous le tournons le mieux que nous pouvons. Nous ne faisons pas ça au rabais. Nous
Nous n'y pensons même pas d'ailleurs. Nous sommes dans Braddock. Puis au retour, le soir, nous savons bien qu'on se dit oui, cette séquence, on la déroge quand même, puisqu'on on décharge les caméras, on décharge les disques durs, on les transfère sur d'autres disques durs, on vérifie que la caméra a bien marché, donc on sait qu'elle. Et on se dit, il n'est pas tout à fait certain que cette séquence trouve sa place dans le film. Voilà, donc déjà dès le départ, on sait que. Et puis quand le film commence à monter, on dit oui, on a ça, mais je crois qu'on peut en faire abstraction, ça ne rentrera pas dans le film. Il y a déjà tellement à dire, tellement à raconter, tellement de. À un moment, le film faisait 3h30, donc. C'est totalement égal, en plus pour une raison très simple, c'est que celui qui filme, il est français, il croit très bien comprendre l'anglais, ou très bien, mais à un moment il a un cerveau qui se bloque parce que... alors que celle qui fait le son, elle est citoyenne des États-Unis. C'est pour ça que le film a pu se faire. Le seul moment où on pouvait discuter vraiment de la journée, c'était dans la voiture, quand on avait 1 ou 2 kilomètres à faire, c'était peu d'ailleurs, puisqu'on habitait à Braddock, on n'avait pas, ou tout à côté de Braddock, à Homestead, la ville d'en face, donc on n'avait absolument pas de grands trajets. C'était le soir en vidant nos disques durs, en déchargeant nos disques durs, et en s'invitant soit à regarder, puisqu'on n'avait même pas le temps de regarder en commun les images ou d'écouter les sons ensemble, mais en s'invitant mutuellement, à dire oh là là, il y a quelque chose de bien, viens vite voir, viens vite entendre. J'ai pas de véritable. Braddock souffre parce qu'il y a beaucoup de documentaires qui sortent en ce moment. C'est une des raisons pour lesquelles Braddock souffre. Il y a un afflux de documentaires. Et c'est à la fois très bien, ce sont des très beaux documentaires, très forts. Et en même temps, moi je le dis sans embâche, je pense que Braddock américain, qui a été fait, qui est un. Je crois que nous avons bien travaillé, nous avons essayé de bien travailler, nous avons fait c'est un film de cinéma complètement, mais sa place aurait pu être à la télévision. Je pense que si Braddock est au cinéma, c'est aussi parce que la télévision publique, d'une certaine manière, a abandonné ou ne veut plus faire ce travail, avec la liberté qu'elle accordait avant à ce genre de film. Moi, l'un de mes films préférés, et un des films qui a nourri Braddock américain, c'est Route One de Robert Kramer. Je pense que ça n'étonnera personne. Enfin, aucun de ceux qui ont vu Braddock américain sera étonné par mes propos. D'une certaine manière, c'est un hommage à Robert Kramer, que je considère, enfin, si là où il est, il veut bien le recevoir comme tel, que je considère comme un réalisateur essentiel qui en tout cas m'a nourri profondément, m'a inspiré, Route One, moi je l'ai vu à la télévision, il est sorti simultanément au cinéma, et je l'ai vu aussi au cinéma, mais il a été produit et conçu d'abord pour la télévision. Et c'était un bel emplacement pour le documentaire. Les films de Ritipan ont été, pour la plupart, produits et conçus pour la télévision. Donc voilà, je pense que... Donc de nouveau, je détourne la conversation, de nouveau, je ne réponds pas exactement frontalement à la question. Il y a quand même une part d'ignorance de ma part, mais si j'ai vraiment quelque chose à dire, c'est cela. Il est vraiment dommage que la télévision ne veuille plus, ne souhaite plus, n'ait plus le désir de remplir cette tâche documentariste qu'elle avait su si bien remplir pendant de longues années. Voilà. Mais en même temps, je me réjouis de montrer Braddock au cinéma et encore une fois de rencontrer les spectateurs. Sinon, je ne l'aurais pas fait.